Nous allons pouvoir donc démarrer. Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues élus, habitants fidèles malgré la chaleur qui se sont donc déplacés à l'hôtel de ville, représentants de la presse présents également. Bienvenue à ce dernier conseil municipal avant une petite pause estivale. Et comme d'habitude, avant de démarrer le conseil, il nous faut nommer un secrétaire de séance. Et vous le savez, notre DGS Philippe Schoen a une passion sincère et constante pour cette fonction. Je vous propose donc de mettre au vote notre DGS comme secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Pas de candidat. Donc Philippe, vous pouvez faire la synthèse des présents et évoquer le quorum. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. 26 élus sont présents dans cette salle. 7 excusés. Il s'agit de mesdames Isabelle Stenz, Marguerite Christophe, Véronique Bach, Simone Wax-Nimrich et de messieurs Gérard Moine, David Lang et Reynald Lopez. Ont donné procuration madame Isabelle Stenz à monsieur Ali Kider, madame Marguerite Christophe à madame Gerlinde Desfarges, monsieur David Lang à madame Brigitte Daranda, madame Véronique Bach à madame Marie-Paul Schmitt, madame Simone Wax-Nimrich à madame Catherine Fessel-Simon et monsieur Lopez à monsieur Didier Riff. Donc 33 voix, le conseil est au complet sur le plan du nombre de suffrages possibles. Merci, Monsieur Schoen. Donc, je vous propose de démarrer donc par le point traditionnel de l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 25 mai dernier. Le document vous a été transmis. Y a-t-il des remarques par rapport à ce document? S'il n'y en a pas, je vous propose donc de l'adopter en l'état. Qui est contre? Qui s'abstient? Le PV est donc adopté. Concernant donc le point suivant, il s'agit donc des informations du Conseil municipal sur les décisions prises par délégation. Donc, vous le savez, il m'appartient de rendre compte au Conseil des décisions prises en vertu des délégations accordées dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Nous allons commencer par la délégation 4. Qui concerne donc les décisions de passation, de préparation, d'exécution des marchés publics, avec le marché de location des bâtiments modulaires provisoires pour les écoles maternelles de Riedisheim. Donc vous le savez, la commune a décidé d'engager un vaste plan de rénovation énergétique dans ces écoles maternelles. Les bâtiments actuellement utilisés par les élèves seront donc libérés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et il nous faut créer une classe provisoire qui permet ainsi d'accueillir les élèves dans de bonnes conditions afin de ne pas perturber les apprentissages. Donc ce marché de prestations que nous avons contracté inclut la mise en place donc, des bâtiments modulaires, le transport, le grutage et le montage, des aménagements spécifiques, blocs de secours, incendie, alarme, accès PMR, l'enlèvement donc, et le démontage de ces modulaires, et puis un loyer après installation qui dépendra du nombre de mois et qui lui-même dépendra de l'avancée des travaux. Et puis également la maintenance et la garantie de ces équipements pendant toute la période de location. Nous avions une estimation de ce marché à 239 000 euros hors taxes. Nous avons donc engagé la procédure d'appel d'offres. Il s'agit donc cet appel d'offres a été sous la forme d'un marché composé avec un marché ordinaire à prix forfaitaire pour les prestations de fourniture, de transport, d'installation et d'enlèvement des modulaires, et puis un accord cadre avec émission de bons de commande de manière à louer les modulaires, parce que ça va dépendre bien évidemment de la durée des travaux. Le marché est conclu sans montant minimum et dans les limites financières qui vous ont été communiquées pour un maximum donc, de 330 000 euros hors taxe, mais qu'on n'est pas obligé d'atteindre,
À titre d'information et sans que ce soit contractuel, pour le moment, nous sommes sur une durée prévisionnelle de 36 mois. Vous avez ensuite donc les éléments d'évaluation des dossiers et sur la base de ces éléments et des propositions qui ont été faites, un avis favorable a été émis par les membres de la commission d'appel d'offres pour attribuer ce marché à la société Altempo SAS qui est située donc à Ben-Virgard pour un montant de, donc prévisionnel sur la base de 36 mois de 164 776,41 € pour être précis. Pour donc le point suivant, il concerne donc les deux lots qui n'avaient pas pu être attribués lors du premier tour sur la construction de l'accueil du périscolaire sur le site de Lyotet. Donc vous avez le lot 4 charpente, bardage et bois. Donc l'estimation était de 190 000 € hors taxe pour la valeur en 2023. Après analyse et demande de complément, la candidature de la société MF Charpente a été admise et les analyses multicritères et le classement des offres qui ont été validées par la commission MAPA en date du 11 mai dernier ont donné un avis favorable pour attribuer donc ce lot à cette société pour un montant de 205 222,64 € hors taxe. Voilà en ce qui concerne ce lot. Le deuxième lot concernait le lot menuiserie intérieure bois. Donc de la même manière, la consultation sur ce lot était infructueuse. L'estimation de ce lot était à 242 000 € hors taxe. 2 offres ont été déposées dans des délais de remise des offres, alors que 12 dossiers de consultation avaient été téléchargés. Nous avons analysé bien sûr les offres. Ils ont été présentés en commission MAPA qui a donné un avis favorable pour attribuer ce marché à la société Meyer SARL qui est située à Plotzheim pour un montant de 288 663,70 €. Sous la délégation 5 maintenant, décider donc la conclusion et la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Il s'agit simplement de la réalisation d'une convention d'occupation précaire avec astreinte du logement communal des services techniques au 14 rue de la Paix. Par suite donc, de la vacance d'un des 2 postes d'astreinte au service technique lié au départ par voie de mutation de M. Folzer, il a été décidé de réattribuer ce poste pour nécessité de service ainsi que le logement correspondant indissociable de la fonction d'astreinte. Et donc c'est Jean-Christian Moser, agent donc, de maîtrise à ce poste, avec qui on a conclu cette convention d'occupation précaire et qui va donc tenir l'astreinte. Nous avons contracté cette convention à partir du 1er juin 2023, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle d'un montant de 313 €, soit 50% de la valeur locative réelle des locaux. En contrepartie, l'agent attributaire de ce logement est chargé, en sus de ses fonctions, d'accomplir un service d'astreinte sous la forme de travaux de surveillance et d'entretien des installations des services techniques. Il intervient également pour la viabilité hivernale. Sous la délégation 16, donc intenter au nom de la commune des actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Donc il s'agit du recours en annulation contre le permis de construire valant division délivré par la société City Invest rue du Rosebourg. Donc messieurs Colette et Lavaux ont déposé un recours en annulation par le biais de leur avocat aux fins d'obtenir du tribunal administratif de Strasbourg l'annulation du permis, donc de l'arrêté valant permis de construire de division qui avait été délivré par la ville pour la construction de 5 pavillons sur un terrain situé rue du Rosebourg. Également a été demandé l'annulation de l'arrêté du maire par lequel le permis de construire donc était délivré, de mettre en charge à la commune le versement de la somme de 2 000 € à chacun des demandeurs. Le jugement est intervenu le 30 mai 2023 et le tribunal administratif a rejeté donc la requête formée par messieurs Colette et Lavaux
En outre, les requérants sont condamnés à verser à la commune à titre et à la société City Invest, soit chacune une somme de 1 500 €. Néanmoins, messieurs Colette et Lavaux disposent, comme le prévoit la loi, d'un délai de 2 mois pour faire appel de ce jugement, soit d'ici le 30 juillet 2023. Sous la délégation 27, il s'agit là de procéder au dépôt des autorisations d'urbanisme en lien avec ce que j'ai dit au début de mon propos concernant donc les écoles. Il s'agit donc des demandes de permis de construire qui ont été déposées et d'une autorisation de travaux dans le cadre de la rénovation énergétique de l'école Mermoz. Donc, une demande de permis de construire a été déposée le 23 mai 2023 en vue de la rénovation énergétique de cette école, qui est la prochaine sur la liste des rénovations. Nous visons une isolation de l'ensemble des combles, le remplacement de la chaudière existante par une pompe à chaleur plus performante et l'installation de panneaux solaires sur le toit qui s'y prête très bien. Le projet prévoit également la construction d'un abri de jardin et d'un local à vélo et poussette, ainsi qu'une zone couverte d'attente à l'est du bâtiment pour récupérer les enfants. Actuellement, quand les parents attendent à cet endroit-là, ils peuvent longtemps être sous la pluie et donc c'est l'occasion de pouvoir aussi améliorer le confort des parents ou des personnes qui viennent chercher les enfants. Par ailleurs, donc, une autorisation de travaux a été déposée par la ville pour l'installation de salles de classe, de sieste et de sanitaires provisoires dans les modulaires préfabriqués dont on a parlé tout à l'heure sur le site de Bartholdi, de manière à pouvoir poser donc, ces modulaires dont nous avons parlé tout à l'heure et opérer donc, ces roulements de classe. Voilà en ce qui concerne donc, ces quelques décisions. Je ne sais pas si elles appellent des commentaires ou des questions. Il n'y en a pas. Donc je vous propose de passer à la suite de l'ordre du jour. Et donc pour le point 55, il s'agit donc de la désignation du référent déontologue pour les élus locaux. C'est un sujet d'ailleurs que nous avons évoqué au Conseil d'agglomération ce lundi. Et je vais laisser Isabelle Godbillon, adjointe à la communication et à l'éthique, nous le présenter. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc en 2016 a eu le déploiement du dispositif du référent déontologue pour les agents et le législateur a décidé d'instaurer ce même dispositif pour les élus. Donc le décret numéro 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local prévoit l'entrée en vigueur du dispositif pour le 1er juin 2023 sur le fondement d'une délibération de l'Assemblée délibérante désignant cette nouvelle autorité. Donc, il est proposé de retenir le même collège des référents déontologues mis en œuvre par le Centre de gestion du Haut-Rhin pour le référent déontologue des agents. Ce collège est mutualisé par les centres de gestion avec les centres de gestion du territoire de Belfort et du Bas-Rhin et permet de traiter les demandes d'avis par un collège de 3 magistrats administratifs et judiciaires. Ce collège des référents déontologues pourra conseiller tout élu local sur les questions suivantes qui constituent la charte des élus locaux, c'est-à-dire l'impartialité, la diligence, la dignité, la probité et l'intégrité, la primauté du seul intérêt général dans l'exercice de son mandat, donc excluant un intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier, la prévention de tout conflit d'intérêts, l'utilisation des ressources et moyens mis à sa disposition strictement limités à l'exercice de son mandat, la prévention de la prise de mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions, la participation assidue aux réunions de l'organe délibérant et des instances auxquelles il a été désigné, les questions liées à sa responsabilité devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous rappelle que les nouveaux élus pour ce mandat avaient pris connaissance de cette charte le 3 juillet 2020 lors de leur installation dans la version correspondant à l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales.
En pratique, le demandeur présente sa question par courriel et se voit proposer en retour une réponse sous forme d'avis qui sera publiée ensuite sur le site internet du référent déontologue de façon anonymisée. Un arrêté du 6 décembre 2022 fixe les tarifs réglementaires à 300 € pour le président du collège lorsque les missions du référent déontologue sont assurées par un collège et à 200 € maximum pour la participation effective à une séance du collège d'une demi-journée. Ces tarifs sont englobés dans les frais de gestion de services fixés par le centre de gestion selon les modalités suivantes en application de sa délibération du 21 mars 2023. Donc 800 € pour une journée, 400 € pour une demi-journée et 125 € pour le coût horaire. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, simplement, effectivement, comme ça a été rappelé, dès 2020, nous avions déjà évoqué ce sujet et nous l'avions passé en délibération. Je trouve que c'est une réglementation qui, bien évidemment, reste des possibilités qui vont dans le bon sens, probablement pas suffisantes encore. Nous avions, fait le choix de nommer, justement pour ces questions, une adjointe en charge des questions éthiques. Et nous travaillons aussi sur un document peut-être un petit peu plus opérationnel, puisque la charte qui vient de vous être rappelée de l'élu local est d'une portée très générale. Il y a 7 articles, mais qui sont des articles, je dirais, qui méritent probablement d'être un petit peu précisés. Donc on va y travailler et d'ici la fin de l'année, on vous proposera quelque chose qui, décliné de cette charte, la rend peut-être un tout petit peu plus appréhendable par chacun d'entre nous. Donc, sur cette base, puisqu'il n'y a pas de questions, il nous appartient de désigner le collège des référents déontologues des centres de gestion 67, 68 et 90 comme référents déontologues des élus, d'approuver les tarifs de saisine du référent déontologue des élus, d'adopter la charte d'engagement déontologique et éthique des élus figurant en annexe de la présente délibération et la convention d'adhésion signée avec le centre de gestion et d'autoriser le maire à signer tous les documents et conventions y afférents ainsi que les avenants de mise à jour qui pourraient être proposés ultérieurement. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Donc le point est adopté à l'unanimité. Le point 56 concerne donc les brigades vertes et donc je vais donner pour ce point la parole à Brigitte Daranda qui siège pour la commune aux brigades vertes. Merci. Je voudrais rappeler que les brigades vertes, ce sont des gardes champêtres, ce qu'on appelle les gardes champêtres intercommunaux. La structure est d'origine orinoise, puisqu'au départ, elle a été créée en 1989 dans le Haut-Rhin. Alors qu'aujourd'hui, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sont adhérentes, enfin des communes sont adhérentes à la structure, 379 au total. Alors les brigades vertes c'est un petit rappel, ont pour principale mission de surveiller et de protéger le milieu rural, ce qui veut dire surveiller les forêts, les voiries, faire appliquer les règlements de police et de circulation, contrôler les activités de chasse et de pêche, gérer les animaux en errance, lutter contre la pollution, les feux, les bruits, les nuisances, et aussi éviter les constructions sans permis et les infractions au plan local d'urbanisme. Donc les brigades vertes sont sur le terrain 7 jours sur 7, toute l'année. Donc venons-en au bilan proprement dit de l'année 2022. Le budget global des brigades vertes pour le fonctionnement est de 4,7 millions d'euros, dont 80% concerne la charge du personnel. C'est un budget en augmentation de 16% par rapport à l'année précédente. Ce budget est essentiellement alimenté par les contributions des communes et intercommunalités, 60%, et par une subvention de la collectivité européenne d'Alsace. 2022 a vu la poursuite du déploiement des brigades vertes sur le territoire du Bas-Rhin, puisque je vous disais que c'était essentiellement orinois au départ, et maintenant de plus en plus de communes barinoises intègrent la structure.
Les interventions sont en augmentation constante, avec plus de 15 000 interventions sur toute l'année, dont 12 000 actions environnementales. Alors évidemment, le bouleversement climatique a fortement rythmé l'activité des brigades vertes, notamment durant l'épisode caniculaire de l'été 2022, avec la sécheresse, l'augmentation des feux. Et l'intervention des brigades vertes a permis à ce moment-là, entre autres, le sauvetage des espèces aquatiques prises au piège dans les cours d'eau asséchés. Ils ont pu également intervenir pour empêcher des feux de démarrer et ils ont essayé de contrôler le respect des restrictions d'usage de l'eau. Suite à cette activité, eh bien leur activité a beaucoup augmenté, et ce qui a nécessité un renforcement des effectifs avec 14 nouveaux arrivants. Alors regardons de plus près maintenant le volet environnement. Je rappelle qu'il représente l'essentiel du travail des brigades vertes. Donc sur les animaux, cela représente le gros travail. Plus de 7 500 interventions, soit 3 opérations par jour et par poste. Il y a la faune domestique, avec les animaux de compagnie, de ferme, la capture de chats, la maltraitance, la divagation. Et puis, il y a la faune sauvage, pour le transport des animaux morts ou blessés, ou qui sont comptés. Et puis, il y a le ramassage des batraciens dans le cadre de la campagne de sauvetage de la collectivité européenne d'Alsace. Quant aux autres interventions, il y a les pollutions et les nuisances qui sont de plus en plus nombreuses et qui se concentrent notamment sur les dépôts sauvages. On en a compté 1900 en 2022, avec le problème qu'on n'arrive pas à identifier les auteurs. Donc, la plupart de ces délits ne sont pas sanctionnés. Dans le cadre de leur travail, il y a la préservation de l'environnement qui s'oriente vers la chasse et la pêche et les espaces naturels. Donc, par année, en 2022, par exemple, il y a eu plus de 1000 contrôles des permis de chasse ou de pêche, et seulement 10 ont fait l'objet d'une procédure écrite. Pour compléter le tableau des surveillances et des contrôles, il y a encore la circulation interdite dans les espaces naturels. Il y a les plantes invasives et puis le camping sauvage et les cueillettes, essentiellement myrtilles et arnica. Encore un coup d'œil sur le volet sécurité, puisque ça fait partie de leurs prérogatives. Les infractions les plus nombreuses observées par les brigades vertes sont le non-respect de la signalisation routière, les stationnements et, ce que je disais tout à l'heure, les circulations interdites. À noter qu'à l'occasion de toutes les interventions des brigades vertes en 2022, il y a eu 2700 verbalisations électroniques, système instauré en 2017. Et ça représente un chiffre légèrement inférieur à 2021. Et puis, dernier point que je voulais vous noter, qui était l'expérimentation des caméras piétons attachées à l'uniforme de l'agent, qui permet aux brigades vertes d'enregistrer les interactions avec le public. C'est une expérimentation à laquelle Riedisheim a accepté de participer et qui va durer jusqu'en novembre 2024. Voilà. Merci, Brigitte, pour la présentation de ce rapport annuel des Brigades Vertes, un partenaire, vous le savez tous, extrêmement important sur notre banque communale, qui participe au GPO également, pour évoquer les sujets liés au respect ou non-respect de la réglementation et certains problèmes qu'on peut rencontrer sur la partie naturelle ou la zone verte. Donc en tout cas, voilà un partenaire avec qui on a plaisir à travailler et très engagé.
et avec une activité effectivement extrêmement soutenue. Y a-t-il des questions sur ce rapport? S'il n'y en a pas, écoutez, je vous propose de passer au point suivant, puisque c'est juste une prise de connaissance, il n'y a pas de vote. Et le point suivant donc concerne les affaires scolaires. C'est notre adjoint aux affaires scolaires donc, et aux devoirs de mémoire, Gérard Grézheimer, qui va vous présenter ce point. Bon, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous et à toutes. Donc horaire scolaire pour la rentrée 2023-2024. Voilà la délibération proposée. Donc conformément aux dispositions des articles D 521-10 et D 521-12 du Code de l'éducation nationale et du décret d'application numéro 2017-1108. Désolé, mon ordinateur s'est éteint. C'est bon. 1108 du 27 juin 2017 relative aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Il appartient au conseil municipal de délibérer tous les 3 ans au sujet de l'organisation de la semaine scolaire. Par circulaire en date du 15 novembre 2022, l'inspecteur d'académie demande aux collectivités de se prononcer sur les horaires scolaires de la rentrée 2023-2024 afin de reconduire ou de modifier l'organisation validée depuis l'année scolaire 2020-2021. Il est proposé de maintenir les horaires suivants. En ce concernant les écoles maternelles, lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc matin 8h, 11h30, après-midi 13h45, 16h15. Concernant les écoles élémentaires, lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc pour Bartholdi 8h15, 11h45, l'après-midi 14h, 16h30, et Lyotet 8h15, 11h45 et l'après-midi 14h05, 16h35, sachant que l'avis des 7 écoles a été sollicité. Je vous remercie. Merci Gérard. Donc, en fait, il s'agit d'un maintien des horaires actuels. Nous retravaillerons en concertation, bien évidemment, des ajustements qui pourraient intervenir à partir du moment où l'ensemble des périscolaires seront en fonctionnement, et ce qui permettra donc d'avoir une optimisation, bien évidemment, de ces horaires. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, donc je vous propose de passer au vote et donc d'approuver le maintien des horaires scolaires tels qu'ils vous ont été présentés pour la rentrée 2023-2024 et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Pas d'abstention, donc le point est adopté à l'unanimité. Le point 58 appelle le renouvellement de la convention jeunesse avec la fédération donc, des foyers clubs d'Alsace. C'est Jeanne Bouédo qui est en charge l'extrascolaire et qui donc va nous parler de cette convention avec les foyers clubs d'Alsace. Merci. En effet, depuis plusieurs années, la ville soutient l'initiative des foyers clubs d'Alsace visant à proposer aux jeunes de 11 à 18 ans un projet de développement dont je vous rappelle les objectifs, à savoir développer une offre socio-éducative, proposer des espaces d'implication, permettre l'émergence de projets et en assurer l'accompagnement et le suivi jusqu'à sa mise en œuvre, développer des actions de prévention et d'information liées au public adolescent, favoriser l'engagement citoyen, mener diverses actions favorisant leur implication dans l'animation de la vie locale. Une convention de partenariat avait ainsi été conclue avec cette association. Il est nécessaire de procéder à sa reconduction pour une nouvelle période annuelle allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. En 2022, la participation financière de la ville était de 69 804,47 €, effectuée en 2 versements, un acompte de 70% en début d'année et le solde de 30% en fin d'année. Les termes de la convention restent identiques, mais le budget 2023 augmente de 12 080,53 €.
en étant porté à 81 885 €, notamment pour financer les évolutions salariales des animateurs qui passent à plein temps en 2023. Et je peux ajouter aussi que durant l'année 2022, un deuxième animateur a été embauché en cours d'année, ce qui fait que l'augmentation est assez importante pour cette année, puisque les 2 animateurs seront à temps complet durant toute l'année. Voilà. Voilà, y a-t-il des questions pour... Oui, Monsieur Carr. Merci, bonsoir. Oui, une petite question qui rejoindra un point que l'on verra un peu plus tard concernant la subvention au centre socioculturel et la nomination fin dernière d'un directeur pour le centre socioculturel. Est-ce qu'il y a une réflexion au niveau de la commune quant aux missions du centre socioculturel et d'une compétence du centre socioculturel en matière d'activité et d'accompagnement jeunesse? Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, est-ce que cette convention jeunesse sera à nouveau renouvelée ou est-ce que cette compétence-là sera intégrée dans les missions du centre socioculturel? Merci. Alors, je ne sais pas s'il faut l'aborder maintenant au moment du centre, parce qu'on en parlera tout à l'heure et on rappellera justement l'ensemble des éléments concernant le centre socioculturel. Donc ce que je vous propose, c'est, parce que la réponse viendra à ce moment-là, donc ça évite peut-être de reprendre, donc on la note, on la met de côté, et on la complétera au moment de la présentation de cette subvention sur le centre socioculturel. D'autres questions? S'il n'y en a pas, je vous propose donc d'approuver le renouvellement de la convention 2023 telle que jointe en annexe et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la dite convention et à engager les dépenses correspondantes. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Pour le point suivant, donc 59, il s'agit donc de passer une convention de co-maîtrise d'ouvrage avec M2A Agglomération en ce qui concerne la rénovation de l'école maternelle Mermoz. Donc, comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure, nous allons engager la rénovation énergétique de cette école maternelle et M2A a souhaité profiter de l'occasion pour procéder à un certain nombre de rénovations, d'ajustements et d'améliorations du périscolaire, puisque c'est une compétence d'M2A. Il y a lieu donc de conclure avec M2A une convention de comaîtrise d'ouvrage afin de définir les conditions d'intégration de ces travaux dans l'opération engagée dans le périmètre de la ville. Donc on vous a relaté l'essentiel des travaux qui seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la ville pour le compte d'M2A, la création d'un bureau périscolaire en lieu et place d'un abri de jardin, la création d'un nouvel abri de jardin et de vélo, le rafraîchissement de la salle de restauration, peinture, éclairage, ensemble des plaintes, chauffage et ventilation, un accès livraison avec le remplacement de la porte d'accès extérieure de l'office par une porte isolante en métal. Le coût estimatif, honoraire compris, est à ce jour de 74 000 € à peu près, somme que M2A, bien sûr, reversera à la ville, puisque ce sont des travaux qui concernent son périmètre. Voilà, donc la convention vous a été jointe, donc je ne sais pas s'il y a des questions sur ce point. C'est je dirais, une bonne pratique que de profiter de ces travaux pour, je dirais, faire un certain nombre de petits ajustements dont le prix au regard, bien sûr, de l'ensemble du projet reste modique, mais permettra ainsi d'avoir une école qui, globalement, aura été retouchée et rénovée sur l'ensemble de ces aires d'accueil pour les enfants. S'il n'y a pas de questions, je vous propose donc d'approuver la convention correspondante et d'autoriser le maire ou son représentant à procéder à la signature de la dite convention et de tout document s'y rapportant. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Nous allons passer maintenant aux biens communaux. Donc nous avons pour démarrer 2 délibérations
qui concerne la chasse. Vous savez, nous disposons, selon la réglementation en Alsace, d'un lot unique de chasse que la ville a loué à l'association de chasse De Angeli pour une période donc allant de 2015 au 1er février 2024. Nous arrivons donc bientôt au terme de cette période. Et donc je vais céder la parole à Brigitte qui va nous parler dans un premier temps, Brigitte Daranda, donc dans un premier temps d'un nouvel associé. On doit intégrer un nouvel associé dans cette chasse. Et puis ensuite, ce sera une deuxième délibération de l'affectation du produit de la chasse. Brigitte, c'est à toi. Oui, effectivement, il y a 2 volets sur la chasse du banc communal à examiner. Donc, le premier, c'est l'arrivée d'un nouveau locataire dans l'association de chasse de Angeli. Rappelons qu'il n'y a qu'un seul lot de chasse sur le banc communal, d'une surface de 278 hectares. Donc, le nouvel arrivant, il s'agit de M. Antoine Laurent, qui chasse en Alsace depuis 2010 et ce qui porte le nombre total d'associés à 6, ce qui est conforme au cahier des charges, c'est le maximum. Et la règle veut que le conseil municipal valide cette arrivée d'un nouveau locataire. Donc, il appartient au conseil municipal d'approuver l'adjonction de M. Antoine Laurent en qualité d'associé de l'association de chasse de Angeli. Voilà, premier point. Donc, je passe tout de suite au deuxième. Le deuxième point concerne le versement du produit de la chasse. On va peut-être le voter comme ça, Ah parce oui, que l'autre il est quand même plus long. Oui, c'est ce que j'allais... Oui, on va le voter, ce sera plus simple, parce que là, il est court. Donc, je vous propose, s'il n'y a pas de questions, bien sûr, d'approuver l'adjonction donc de M. Antoine Laurent en qualité d'associé de la chasse des Angélis, locataire du lot unique de la chasse de Riedisheim, et d'autoriser le maire à signer tout document se rapportant à cette demande. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc on va pouvoir passer voilà, sur le deuxième point concerne le versement du produit de la chasse. Donc, à qui revient le montant des loyers ? Alors, rappelons d'abord que le droit de chasse est administré par la commune, monsieur le maire vient de le dire, au nom et pour le compte des propriétaires fonciers. La chasse sur le banc communal de Riedisheim est louée, enfin dans toutes les communes, est louée pour une durée de 9 ans par adjudication publique. Cependant, il y a un droit de priorité de relocation reconnu au locataire sortant, dès lors qu'il est en place depuis 3 ans. Et donc, la chasse de Riedisheim comprend donc ce lot unique de 278 hectares. C'est de la forêt et des terrains agricoles qui est loué moyennant un loyer de 1 500 € hors taxe. Les nouveaux baux consentis pour 9 ans couvrent bientôt la période à venir du 2 février 2024 au 1er février 2033. Et le renouvellement de ces baux donc suppose que la ville, agissant au nom et pour le compte des propriétaires fonciers, ils sont environ 300, se positionne et sur la destination du produit de la chasse et sur les modalités de consultation des propriétaires fonciers. Donc aujourd'hui, il incombe au conseil municipal de se prononcer pour la période donc, du bail à venir. Et il y a 2 options. Soit reverser le produit de la chasse entre les différents propriétaires, proportionnellement à la surface de leur terrain, soit consulter les propriétaires pour qu'ils abandonnent le loyer de la chasse à la commune. C'est ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Il y a également 2 options sur la manière de consulter les propriétaires, soit dans le cadre d'une réunion de propriétaires, soit dans le cadre d'une consultation écrite. Donc le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsque les propriétaires, parmi les 2 tiers au moins, et représentant les 2 tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal, le décide. Une non-réponse vaut refus d'abandon du produit de la commune. Donc à ce jour, si vous me suivez toujours, il vous est proposé, comme ça a été fait jusqu'à maintenant, de consulter les propriétaires fonciers en vue d'abandonner le produit de la chasse au profit de la commune et par courrier, avec un talon-réponse au plus tard le 31 août, en vue de la publication de la décision le 5 septembre de cette année, bien sûr.
Si c'est le cas, si les propriétaires, donc avec les 2 tiers, si les 2 tiers acceptent l'abandon du revenu à la commune, le produit de la chasse sera affecté à la couverture des cotisations obligatoires pour les propriétaires des assurances accidents agricoles. Voilà, cette solution a toujours été appliquée jusqu'à maintenant et donc il est proposé simplement de la reconduire. Merci Brigitte pour ces explications. Y a-t-il des questions ? Donc vous avez compris qu'on va vous proposer de simplement poursuivre ce qui se fait de façon traditionnelle sur la commune. Et donc je vais soumettre au vote cette résolution et de consulter les propriétaires pour l'abandon du loyer de la chasse à la commune dans le cadre d'une consultation écrite sous forme d'un courrier avec talon réponse et un délai de réponse au 31 août 2023 et d'affecter le produit de la chasse en cas d'abandon à la commune à la couverture des cotisations obligatoires pour les propriétaires des assurances accidents agricoles. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Personne. Donc le point est adopté à l'unanimité. Nous avons à présent une régularisation foncière donc, qui se situe rue des Pyrénées. Donc vous avez bien l'habitude de ces situations où par la suite donc, de la mise en vente d'une propriété qui est située aux 4 rues des Pyrénées, d'une surface de 6 ar 49 centiares et à côté d'une petite parcelle de 69 centiares, la ville a été informée par le notaire que la parcelle AH numéro 150 était située dans l'emprise de la voirie et qu'une régularisation de cette situation foncière s'avérait nécessaire. Les nouveaux acquéreurs avaient donné leur accord en vue d'une cession à la ville à l'euro symbolique et cette parcelle de terrain qui avait fait l'objet d'une délibération en février 2023, finalement n'a pas pu aboutir puisque la vente n'a pas été réalisée entre les propriétaires origines et les acquéreurs, de sorte que la propriété a été remise en vente. Il est proposé donc d'opérer la même régularisation foncière avec les propriétaires d'origine, les consorts Wolf, Style et Fritsch, et la ville, aux mêmes conditions financières, soit à l'euro symbolique en vue du versement de la parcelle AH 150 dans le domaine privé communal, et la rédaction de l'acte de vente correspondant pourrait être confiée à l'étude de maître Thuet et Herzog. Voilà, y a-t-il des questions pour cette régularisation foncière? Il n'y en a pas, donc je vous propose d'approuver l'acquisition par la ville aux conditions énoncées de cette parcelle AH 150, lieu-dit rue des Pyrénées, d'une surface de 0 ar 69 centiares en vue de son versement dans le domaine privé communal préalablement à son élimination du livre foncier après main levée des servitudes, de charger l'étude de maître Thuet et Herzog à Mulhouse de la rédaction de l'acte de vente correspondant aux frais de la ville et d'autoriser le maire à signer cet acte et à prélever les crédits sur le budget de la ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Aucune abstention. Je vous remercie. Nous arrivons maintenant aux finances publiques. Donc nous avons deux délibérations qui vont concerner le budget de l'eau et je vais pour ce point céder la parole à Patrick Delunche, notre adjoint aux finances, qui va vous présenter donc ce transfert de l'eau, en tout cas la partie financière. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Les deux points qui vont suivre concernent le transfert du résultat 2022 du budget d'eau de la ville de Mulhouse et le budget annexe de l'eau de la ville de Riedisheim. Le point 63 concerne le transfert de la quote-part de Riedisheim du résultat 2022 du budget de l'eau de la ville de Mulhouse. À compter du 1er janvier 2023, la ville de Mulhouse adhère à la régie eau de la M2A. Le budget annexe de la ville de Mulhouse assurait la distribution de son eau potable dans 13 communes, Brunstadt-Dinheim, Eschenschwiller, Absheim, Ilzach, Lutherbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Pfastatt, Rheining, Riedisheim, Rixheim, Sosheim et Zimmersheim. Conformément à la charte de gouvernance pour le transfert de la compétence eau, le résultat de la ville de Mulhouse est transféré selon les modalités suivantes. 50% du résultat de clôture cumulé sont reversés au budget annexe eau communautaire. 50% du budget de clôture cumulé sont répartis entre les 13 communes desservies par le service eau de la ville de Mulhouse en fonction d'une clé de répartition composée du nombre de mètres cubes distribués dans chaque commune en 2022. En cas de déficit, le résultat de clôture cumulé est intégralement transféré à M2A. Le résultat de clôture 2022 est excédentaire à hauteur de 6 099 906,76 €.
et est donc répartie de la manière suivante selon les règles précitées. 3 049 953,38 euros transférés à M2A, soit 50% de l'excédent. Le solde transféré aux 12 communes desservies par la ville de Mulhouse, soit 1 243 160,99 euros, environ 20%, et 1 806 792,39 euros sont conservés par la ville de Mulhouse, environ 30%. Le détail des montants transférés aux 13 communes sont détaillés dans le tableau figurant dans l'ordre du jour. Pour Riedisheim, ce transfert s'élève à 178 727,27 euros, dont 220 778,06 euros de l'excédent de fonctionnement imputé au compte 77,88 et 42 050,79 euros du déficit de la section d'investissement imputé au compte 10,68. Voilà, donc il y a deux mouvements, hein, vous voyez. Donc dans un premier temps, nous récupérons sur notre budget donc les excédents qui sont aujourd'hui redistribués en fonction du volume de distribution d'eau par l'ancienne régie de la ville de Mulhouse qui gère donc l'eau sur notre commune et sur 12 autres communes en dehors de la sienne. Dans un second temps, ce sera la seconde délibération, nous aurons ensuite la clôture du budget de l'eau, puisque à partir depuis le 1er janvier, nous ne gérons plus directement, enfin, nous n'avons plus la compétence de l'eau, en réalité depuis janvier 2020, mais il y avait eu un délai d'organisation un petit peu rallongé, compte tenu des événements de 2020 et d'une réglementation, on va dire, qui nécessitait d'être stabilisée. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas, donc nous allons passer au vote pour cette résolution. Et il s'agit donc d'approuver le transfert à Riedisheim de la somme de 178 727,27 euros du résultat de clôture cumulé constaté donc au 31 décembre 2022 au budget eau potable de Mulhouse, correspondant à la quote-part de mètres cubes distribués en 2022 sur son territoire. De décider que le transfert de l'excédent de fonctionnement s'effectue par l'émission d'un titre imputé au compte 77,88 pour un montant de 220 778,06 euros et de décider que le transfert du déficit de la section d'investissement s'effectue par émission d'un mandat imputé sur le compte 1068 pour un montant de 42 050,79 euros. De dire que les crédits nécessaires à la réalisation de ces transferts de résultats sont inscrits en décision budgétaire 2023 de la commune de Riedisheim et d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Donc, seconde délibération sur l'eau. Le point 64 concerne le transfert du résultat de clôture cumulé 2022 du budget annexe de l'eau de la ville. La commune de Riedisheim a adhéré à la régie eau de M2A à compter du 1er janvier 2023, entraînant la dissolution au 31/12/2022 du budget annexe M49 existant par délibération en date du 24/11/2022. Conformément à la charte de gouvernance pour le transfert de la compétence eau, les résultats de clôture cumulés à fin 2022 du budget annexe eau de la ville sont transférés au budget annexe de l'eau de M2A pour financer les charges des services transférés selon les modalités suivantes. Les résultats de clôture cumulés excédentaires à fin 2022 propres à chaque entité pourraient être conservés à hauteur de 50%. Les résultats de clôture cumulés déficitaires seront intégralement transférés à M2A. Les résultats de l'exécution 2022 du budget eau potable de la commune de Riedisheim, validés par le comptable public et présentés lors du conseil municipal du mois de mars, font apparaître un résultat de clôture cumulé 2022 excédentaire à hauteur de 369 454,80 euros, dont 50% sont donc transférés à M2A selon les règles précitées, soit 184 727,39 euros. Ce montant se répartit de la manière suivante. Transfert de l'excédent de fonctionnement par l'émission d'un mandat imputé au compte 678 pour un montant de 181 605,31 et transfert de l'excédent de la section d'investissement par l'émission d'un mandat imputé au compte 1068 pour un montant de 3 122,08 euros. Voilà. Y a-t-il des questions ? De façon donc
la délib d'avant, hein, c'était le transfert de l'excédent de Mulhouse qui correspondait à la quote-part de Riedisheim, et 50% de cet excédent est reversé au budget de l'eau, conformément aux accords de M2A, hein, conformément aux accords qui ont été pris avec l'ensemble des communes, permettant d'une part de poursuivre la politique, bien évidemment, d'investissement, mais aussi de laisser une partie donc de ces excédents dans les communes, pour des investissements dans les communes, qui donc va venir renforcer, c'était prévu d'ailleurs au budget, donc notre budget principal. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer à la délibération. Et il s'agit donc d'approuver le transfert à M2A de 50% du résultat de clôture cumulé constaté au 31/12/2022 au budget eau potable, de décider que le transfert de l'excédent de fonctionnement s'effectue par émission d'un mandat imputé au compte 678 pour un montant de 181 605,31 €, de décider que le transfert de l'excédent de la section investissement s'effectue par l'émission d'un mandat imputé au compte 1068 pour un montant de 3 122,08 €, de dire que les crédits nécessaires à la réalisation de ces transferts de résultats sont inscrits en décision budgétaire 2023 de la commune de Riedisheim, et d'autoriser le maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens, subventions et emprunts, ainsi que de tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Nous passons au point 65. Donc là, nous avons à présent quelques délibérations pour des subventions, et nous allons commencer par une subvention pour un séjour pédagogique demandé par le Collège Sainte-Ursule, et c'est Gérard Greiselmer qui va le présenter. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, cette délibération concerne le Collège Sainte-Ursule, une subvention pour un séjour pédagogique à Paris. Donc, la ville de Riedisheim participe de longue date au financement de classes de découverte pour les élèves domiciliés sur son territoire. Le collège et l'école Sainte-Ursule peuvent ainsi être bénéficiaires d'une subvention. Le conseil municipal a arrêté le 30 mars 2023 un montant de 7 € par nuitée pour les demandes de subvention pour les séjours des collégiens. Le collège Sainte-Ursule de Riedisheim sollicite une subvention pour un séjour pédagogique à Paris pour 5 élèves de 5e du collège. Le séjour s'est déroulé du 24 mai au 26 mai 2023, soit 2 nuitées. Le collège Sainte-Ursule peut ainsi être bénéficiaire d'une subvention calculée de la manière suivante: 5 élèves multipliés par 2 nuitées multipliés par 7 € égale 70 €. Voilà, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose donc d'approuver l'attribution de cette subvention de 70 € au Collège Sainte-Ursule et d'autoriser le maire ou son représentant à prélever les crédits nécessaires au budget 2023 de la ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Nous arrivons au point 66, donc on aura l'occasion d'aborder, on va présenter le point et on apportera ensuite les réponses nécessaires. Et donc le point 66 concerne le centre socioculturel, car nous poursuivons nos travaux avec l'association qui a été constituée à ce titre, pour la création d'un centre socioculturel sur Riedisheim, et c'est Jacques Vagnon qui a en charge ce dossier, qui va nous présenter ce point. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. L'association Céridi, située au 21 rue Foch à Riedisheim, s'est constituée le 21 septembre 2021 avec pour objet d'animer un centre socioculturel à Riedisheim. L'association étant désormais créée, nous sommes aujourd'hui dans une phase de diagnostic. Ce diagnostic a pour objectif d'identifier les richesses, les faiblesses et les opportunités présente à Riedisheim afin de construire un projet social qui répond aux besoins de nos habitants. C'est en faisant avec et non à la place d'eux que ce projet aura du sens, et c'est dans ce cadre que M. Gaëtan Hoffner, directeur, rencontre actuellement les différentes forces vives de Riedisheim pour financer le diagnostic territorial. Les objectifs et le sens d'un centre socioculturel peuvent être de faire participer les habitants à l'amélioration de leurs conditions de vie,
de participer au développement de l'éducation et de l'expression culturelle, de participer au renforcement des solidarités et à la prévention et de la réduction des exclusions. On peut y trouver 3 grandes dimensions. Premièrement, une dimension individuelle, comme une maison des services et des activités, proposer des activités régulières et services adaptés aux besoins exprimés par les habitants, activités pour toutes les familles, sorties de loisirs et culturels, accompagnement à la scolarité, ateliers linguistiques, de cuisine, d'informatique, etc., permanence sociale et juridique, soutien à la parentalité. Deuxièmement, dimension collective, comme une maison des projets, accompagnement de projets collectifs des habitants pour répondre à leurs besoins, départ en vacances et sorties, soutien à la vie associative locale, valorisation des pratiques artistiques des habitants, appui à la création et animation de groupes, habitants, locataires, parents, seniors, etc. Troisièmement, dimension d'intérêt général, comme une maison de la citoyenneté, développement du pouvoir d'agir des habitants sur les questions de société concernant leur territoire, organisation de débats, soutien aux initiatives concrètes des habitants, échange de services, etc., appui à l'implication des habitants dans les instances telles que centre social, comité de quartier, conseil citoyen, mobilisation de collectifs autour de problématiques spécifiques locales, les ingrédients essentiels au bon fonctionnement d'un centre socio-culturel, l'accueil attentif et inconditionnel de tous, la recherche de la mixité, mixité sociale, mixité culturelle, générationnelle, qui est une richesse, la convivialité, la collaboration entre des habitants engagés au cœur du projet et des professionnels parties prenantes de ce projet, la conviction que chaque habitant, sur les questions et enjeux qui le préoccupent, dispose d'une capacité à choisir librement, transformer son choix en une décision et agir en fonction de sa décision. Il suffit d'accompagner ou d'outiller pour développer cette capacité, notion de pouvoir d'agir. La volonté d'accompagner les initiations locales et les projets citoyens, l'ouverture à la vie et aux acteurs du territoire, des financements pluriels. Suite au recrutement de son directeur et afin de pouvoir pallier aux frais de mise en route de la structure, l'association sollicite le versement d'une subvention de 20 000 euros. Un crédit provisionnel de 60 000 euros est inscrit au budget primitif 2023 au titre de cette action. Voilà, donc on vous a rappelé les éléments effectivement constitutifs d'un centre socioculturel. Et donc pour répondre à la question qui était posée par M. Carr, effectivement la dimension extrascolaire peut trouver sa place dans la première dimension, la dimension dite individuelle, les activités pour toute la famille. Parce que un peu moins, on va dire, dans la dimension collective, quoique, départ en vacances et sorties, et il y a une dimension plus maison de la citoyenneté que vous avez bien connue. Mais la différence, je dirais, avec ce qui existe aujourd'hui dans un centre socioculturel, c'est que tout part de l'habitant, et donc il faut constituer cette dynamique après que le diagnostic soit posé.
Donc, en ce qui concerne l'extrascolaire, aujourd'hui, c'est piloté par la mairie, donc dans un esprit différent, traditionnel, on va dire. Donc, pour moi, rien n'est impossible à terme. Il faut que la structure trouve sa place et commence déjà par redéfinir le diagnostic qui avait commencé à être posé lors du dernier mandat, mais qui devait, après la crise sanitaire que nous avons connue et après les échanges qu'on a eus avec la CAF, être posé au regard d'une donne qui a changé. Et donc, c'est pour ça que dans un premier temps, il convient de finaliser ce projet social et de lancer les priorités qui seront engagées. Et dans un second temps, cette question-là est tout à fait envisageable. Elle sera étudiée en heure et en temps à partir du moment où la structure aura trouvé sa place. D'autres questions ? Il n'y en a pas. Donc, je vous propose d'approuver donc l'attribution d'une subvention de 20 000 € à l'association Cérédi et d'autoriser le maire ou son représentant à procéder au versement des sommes correspondantes sur la base des crédits inscrits au budget primitif de la ville 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Nous avons encore une subvention, c'est le point 67 pour cet avant-dernier point. Donc je vais donner la parole à Gérard Greisheimer, puisqu'il s'agit d'une subvention pour l'Union nationale du sport scolaire, l'UNSS, rattachée au collège Gambetta. Merci Monsieur le maire. Donc les statuts de l'Union ne prévoient pas l'adhésion de cette association à laquelle la ville continue de verser directement une subvention annuelle calculée selon les grilles de subvention complétée par l'association. Cette subvention est habituellement versée en 2 temps. Un acompte début d'année à hauteur de 60% du montant de la subvention de l'année N-1 et le solde en fin d'année. Elle permet notamment de participer aux frais de transport engagés pour les déplacements. En 2022, la subvention était basée sur environ 90 licenciés, ce qui est également le cas pour 2023 et équivaut à 1 300 €. Voilà. La délibération présentée. Merci. Y a-t-il des questions sur cette subvention à l'UNSS? Il n'y en a pas. Donc je vous propose d'approuver l'attribution de cette subvention de 1 300 € à l'association UNSS du collège Gambetta et d'autoriser le maire à prélever les crédits nécessaires au budget 2023 de la ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie pour cette unanimité. Nous arrivons au dernier point. Il s'agit du point des points divers et communication. Y a-t-il des demandes de parole? Donc, nous avons Pauline, Gérard et Eliane. Donc, dans l'ordre, Pauline. Merci, Monsieur le maire. Donc, aujourd'hui, je souhaitais donc présenter Adoday. Donc, en effet, après la réussite de la première édition, le Conseil des jeunes a décidé de reconduire Adoday pour la 2e année consécutive pour les jeunes de 11 à 18 ans. Le principe de la journée reste le même, différents défis à relever, avec à la clé de nombreuses récompenses à gagner. Un repas sera également proposé de 18h à 20h, avec au menu burger avec une alternative végétarienne. Enfin, pour terminer la journée en beauté, les jeunes pourront prendre part à la soirée musicale qui sera assurée par DJ Fred, avec au programme blind test et surtout soirée dansante et musicale. Je souhaite déjà remercier les différentes associations qui sont associées à cette manifestation. Et nous aurons donc la présence du Karaté Club de Riedisheim, la Société de tir de Riedisheim, le Club Question pour un champion, mais aussi les jeunes sapeurs-pompiers de Riedisheim, qui proposeront des défis. Nous avons également le plaisir d'accueillir les Riedesser Vocus, qui assureront la restauration le soir ainsi que l'après-midi. Je souhaite également remercier grandement les différents commerces de Riedisheim ainsi que les entreprises extérieures qui participeront à cette manifestation par l'intermédiaire de nombreux lots qu'ils ont pu proposer et qui permettront de féliciter les jeunes qui seront distingués sur les différents défis. Un dernier mot pour d'ores et déjà féliciter aussi les membres du Conseil des jeunes qui ont travaillé tout au long de l'année pour organiser cette manifestation et qui l'animeront en grande partie le jour même. Il me reste donc à vous donner les horaires. L'après-midi, les défis se dérouleront de 14h30 à 18h.
Le repas sera proposé de 18h à 20h et la soirée débutera à 20h pour se terminer à 23h. Merci Pauline. Effectivement, deuxième édition d'Adodé qui avait été un beau succès l'année dernière, qui, j'en suis sûr, en sera un également cette année. Et on parlait tout à l'heure de pouvoir d'agir, et là on voit effectivement des jeunes qui prennent en charge un projet, le mènent intégralement, sont responsables de ce projet, et c'est tout l'intérêt de les accompagner sur ce chemin, et donc au passage ça leur donne aussi la notion de toute la complexité et des contraintes qu'on a à gérer dans ces moments-là. Très bien, donc nous avions ensuite Gérard Gresheimer. Okay. Donc quelques précisions concernant la fête nationale qui aura lieu à Riedisheim le 13 juillet. Donc voici les points principaux que vous avez pu voir et dans le bulletin et dans les affiches qui sont dans les meupies en ville. Donc voici, je vais vous rappeler les points importants. Donc à 20h, ouverture du bal tricolore. À 21h30, démarrage de la marche au flambeau. Et à 23h se déroulera un feu d'artifice. Ces manifestations auront lieu au plateau sportif de l'école Bartholdi, 5 rue du Vrai Véran Père Musselin. Donc l'accès est libre, il y aura buvette et restauration. Sans oublier qu'à 21h, il y aura la distribution de flambeaux et bâtons lumineux sur le parking des services techniques municipaux. 14 rue de la Paix, et ceux qui se sont inscrits pour nous donner un coup de main, je les remercie d'avance, et qu'ils n'oublient pas leur briquet. Voilà pour cette précision qui est parfois importante. Merci Gérard. Donc nous avons maintenant Eliane qui va nous parler, je pense, des horaires d'été. Les horaires d'été, voilà. Oui, donc en raison du réchauffement climatique qui occasionne des températures de plus en plus élevées, surtout pendant les mois d'été. Donc, une réflexion a été lancée au sein de la collectivité pour mettre en place des horaires d'été. Donc, pour les horaires d'été, pour des ouvertures du service au public. Donc, à titre de test pour cette année, nous allons proposer à partir du 10 juillet prochain, qui correspond au démarrage des congés scolaires, jusqu'au 1er septembre inclus, les horaires d'ouverture de la mairie qui seront donc de 8h à 13h, donc du lundi au vendredi. Ça ne changera pas le nombre d'heures d'ouverture de la mairie déjà d'aujourd'hui, simplement c'est repositionné un peu différemment pour que les habitants puissent venir le plus tôt possible à la fraîche. Bien sûr, si quelqu'un ne peut pas venir pendant ces heures d'ouverture, la personne pourra toujours téléphoner, prendre un rendez-vous avec le service concerné. Voilà pour l'information. Donc, l'information va être publiée sur les différents réseaux de communication habituels. Et en parallèle, juste pour que vous soyez au courant aussi, on a travaillé avec les représentants du personnel pour adapter également les horaires de travail des agents pour que ça corresponde effectivement à ces horaires d'ouverture et eux aussi puissent bénéficier donc des meilleures conditions de travail voilà, pour cette année. Merci Eliane. Effectivement, c'est un sujet important qui est devant nous encore, je dirais. Comment adapter les services publics pour qu'ils puissent permettre aux personnes de venir nous voir dans de bonnes conditions. C'est vrai que la mairie, forcément, c'est un endroit qui n'est pas climatisé, et se déplacer en début d'après-midi, comme c'était les horaires jusqu'à présent, dans cette période, manifestement, c'est assez compliqué. Nous avons à organiser simplement, effectivement, l'accueil à partir de 8h. C'était ça, puisque l'ouverture est à partir de 10h jusqu'à présent au public, mais il suffisait simplement qu'on organise de façon un peu plus anticipée. Et globalement, ce test, on va voir un petit peu comment ça se passe et s'il faut adapter les choses l'année prochaine. Ou si voilà, faut revenir à des choses plus classiques. Mais quand il fait très chaud, en début d'après-midi, on n'a personne. Voilà. Oui, Monsieur Carr. Merci. Oui, petite question. Donc, ces horaires concernent également les services techniques. Donc, il n'y a pas de possibilité pour les services techniques de commencer plus tôt, comme ça se fait. Déjà plus tôt. D'accord. Donc, ils ne commencent pas à 8, ils ne sont pas à 8 heures.
Non, Non. non, non. Ok. 8h à 13h, c'est l'ouverture au Au public. public. D'accord. Oui, Donc, voilà. il y a Par contre, les agents, donc on a déjà des services depuis de nombreuses années qui commencent déjà beaucoup plus tôt, comme les espaces verts qui commencent déjà à 6h. J'ai un doute maintenant, 6h30, voilà, depuis des années. D'accord. Et Voilà. permanence du service public, ça veut dire jusqu'à 17h, on a quelqu'un en présentiel physique à la mairie. ou De, bien de toute façon, comme il y a les horaires variables, comme il y a effectivement, les personnes arrivent en mairie, peuvent arriver avec le nouveau temps de travail à partir de 7h30. Donc en fait, quelque part, il y a toujours quelqu'un qui reste en fait sur le site, en fonction de l'horaire d'arrivée. D'accord. Et il y avait une permanence normalement un jeudi Le soir, mardi soir, qui est maintenue ou non? Oui. qui est maintenu. D'accord. Si, Sur sur rendez-vous. rendez-vous. Sur Attention, rendez-vous aujourd'hui. déjà aujourd'hui, c'est sur rendez-vous. Voilà. D'accord. Très bien. Merci. Voilà, donc nous avons épuisé les demandes de parole. Avant de conclure, je voulais simplement revenir un tout petit instant sur l'événement qui s'est déroulé dimanche. Donc allons-y, remercier les élus qui ont aidé cette manifestation. Manifestation donc, qui était proposée par le Crédit Mutuel, piloté par l'Union des associations. Une douzaine de structures associatives s'y sont associées. Un beau succès sur les différents sites. Alors la particularité de des choix qu'avait opéré l'Union, c'était qu'il n'y avait pas que des associations sportives, il y avait aussi un peu d'associations culturelles, c'était un peu une première. Et puis on était sur plusieurs sites, parce qu'évidemment, par exemple, le tennis voulait participer, c'est pas évident de déplacer les cours de tennis à côté du canal, enfin juste pour un week-end, ça peut se faire, mais dans des délais un peu plus longs. Donc évidemment, il fallait que les gens se déplacent. Mais néanmoins, moi qui suis allé sur à peu près tous les sites, c'est vrai qu'il y avait du monde, c'était joyeux. Et en tout cas, un beau succès qu'il faudra remercier bien sûr le président de l'Union et tous les membres de l'Union qui se sont engagés sur cette belle manifestation dont on verra les retombées, puisque derrière, c'était des subventions pour les associations et c'était ça le plus important. Voilà. Il me reste simplement donc déjà vous donner la date du prochain conseil municipal. Donc ça sera le 31 août. Donc il y a une petite pause estivale sur le mois de juillet. C'est là que nous nous retrouverons. Et pour le reste, il me reste à vous souhaiter un bel été, une bonne fin de soirée et vous dire à très bientôt. Merci.